iOS 26 c'était censé être la mise à jour la plus incroyable d'Apple, mais en réalité, c'est un petit peu la pire, j'ai l'impression. Apple a promis la plus grosse refonte de son histoire, mais c'est rempli de bugs et d'erreurs de design d'interface de débutants. Comment on en est arrivé là? On va voir ça aujourd'hui et je vais m'amuser à régler les petites erreurs que j'ai trouvées dans le design dans cette vidéo. En vérité, ça faisait longtemps que l'iPhone n'avait pas changé visuellement. Alors, est-ce que c'était parce qu'on avait atteint l'interface parfaite pour un téléphone? Pas vraiment, surtout qu'au fur et à mesure, au fil des mises à jour, il y avait beaucoup d'incohérences ergonomiques et graphiques qui s'étaient installées. Et là, Apple annonce iOS 26, la plus grosse refonte visuelle jamais connue par l'iPhone. Franchement, j'étais heureux. Mais j'ai vite déchanté en voyant la direction qu'ils ont pris. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne comprends pas. Pour vous dire, je crois que c'était même la première fois où j'ai eu envie de quitter iPhone. Ou en tout cas, la première fois où j'étais plus attiré par les mises à jour de tous les concurrents, beaucoup plus fun, beaucoup plus audacieux, comme par exemple sur les Samsung, les Pixel, les Fold ou même les Nothing. D'ailleurs, je me présente, je suis Basti UI, je suis designer d'interface de métier. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, Apple a annoncé les nouveaux iPhones, mais aussi les nouveaux OS. Et il fallait que rapidement je règle pour vous, mais apparemment aussi surtout pour eux, pas mal de problèmes sur l'interface. C'est une vidéo un peu plus spontanée que d'habitude sur cette chaîne. J'ai juste pris quelques notes pour vous parler de tout ça. J'espère que ça vous plaira. Et d'ailleurs, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. On est actuellement 135 000 et on vise évidemment les 200 000 abonnés. Je vous remercie. Cliquez sur s'abonner, ça coûte rien, c'est rapide. Et d'ailleurs, depuis que la bêta d'iOS 26 est sortie, j'ai fait, je crois, 4 vidéos sur la chaîne secondaire Basti sans MS. Apparemment, j'en avais gros sur la patate. Et d'ailleurs, dans les commentaires de ces vidéos, certains ont trouvé mes réactions un petit peu disproportionnées, mais je pense aussi que ça me touche beaucoup plus, moi, parce que déjà, c'est mon travail de faire des interfaces, notamment sur téléphone mobile. Et surtout parce que d'habitude, j'aime beaucoup ce que fait Apple. Ça m'a inspiré dans mon métier tous les ans. Quand ils font des annonces, je les suis assidûment pour voir un petit peu les tendances et les nouvelles dingueries qu'ils ont sorties. Et là, ça n'a pas du tout été le cas avec Liquid Glass, quoi. We call Liquid Glass. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est le Liquid Glass. C'est un nouveau langage visuel. C'est du verre numérique fluide, transparent, avec des reflets et de la réactivité qui a été présenté par Apple cette année. C'est fondé sur des expérimentations avec du vrai verre, voilà, comme ces genres de lentilles. Et ça réagit aux gestes, mais aussi à la lumière et au mouvement. Donc ça, ok, c'est super pour du graphisme, pour envoyer un effet waouh, c'est super beau tout ça. Mais moi, je vais vous expliquer en quoi c'est un gros problème d'utiliser ce style comme langage d'interface, notamment pour hiérarchiser les informations. Ça veut dire qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui est en dessous. Et pour cela, je vais rapidement revenir sur plusieurs choses, notamment le material design. Le material design, c'est le système qui est utilisé par tous les devices Android sur web et applications et globalement par Google. Voilà, c'est leur langage visuel à eux dans leurs applications. Eux, ils sont basés sur le papier et l'encre. Pour dire qu'un élément est au-dessus d'un autre, ils viennent en fait recréer les ombres. Donc quand un papier est au-dessus d'un autre, il y a une ombre portée qui vient dessus. Et eux, ils ont utilisé ce système pour hiérarchiser leurs informations. Ça voulait dire qu'à l'époque, quand tu avais la barre du haut et le scroll qui passe en dessous, ça mettait une ombre portée tout simplement. Et ça marchait bien parce que ça nous rappelait quelque chose de réel et ça séparait bien les éléments. Du côté d'Apple, avant le Liquid Glass, on avait le Glass Morphism. C'était un style qui était basé, lui, sur le verre dépoli et en gros, ça jouait sur des effets de transparence et de flou de fond. On verra que c'est un peu différent que le Liquid Glass, mais en gros, pareil, pour hiérarchiser une information, pour dire qu'un objet est devant un autre, ça utilisait juste les effets de focus qu'on a avec notre œil humain. Par exemple, si je vous prends cet objet et que je le mets comme ça, ce qui est derrière va devenir flou pour montrer que cet élément est devant l'autre. Et donc, c'est ça qui était utilisé par Apple, ça s'appelait le Glass Morphism. Et d'ailleurs, si on remonte encore avant, pour parler un peu d'Apple, avant iOS 7, donc c'était avant 2013 et dès le début de l'iPhone, ils utilisaient autre chose qui s'appelait le skeuomorphisme. Le skeuomorphisme, c'est quoi? C'est juste des interfaces qui imitent le réel. Par exemple, vous prenez des notes dans l'appli Notes, c'était un carnet à spirale avec une texture jaunâtre de papier. Vous alliez dans vos livres numériques et c'était une étagère en bois avec les couvertures de livres comme ceci. Comme c'était nouveau, il fallait rassurer les gens avec des choses qu'ils connaissaient. Quand les sites sont devenus responsives, les téléphones ont eu plein de tailles d'écran, ça a été de plus en plus dur à maintenir. Et en 2013, Johnny Ive avec iOS 7 est passé directement au flat design, donc des surfaces plates, des couleurs vives, des typographies fines. Rupture énorme pour les gens, mais gros gain de clarté parce qu'en fait c'était le content first, le contenu avant tout, qu'on voyait les textes et il n'y avait pas d'emballage qui gênait la lisibilité. Pourquoi le Liquid Glass? À mon sens, c'est une mauvaise idée, alors que je viens de dire que au début du flat design, les gens ont du mal à s'y faire. Pour moi, c'est une mauvaise idée parce que c'est beau, mais c'est pas utilisable. Contrairement au skeuomorphisme, au glass morphisme, au material design, on a littéralement
une baisse de la lisibilité du contenu. Et ça, c'est un gros problème. Il faut vraiment que le contenu puisse être simplement lisible par les gens. Alors oui, je sais que je passe pour un aigri sur ce sujet, mais c'est mon ressenti perso, bien sûr. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes un peu dans ma team ou pas. Moi, ça me tient à cœur et je m'anime sur ce sujet parce que c'est mon métier et que j'aime beaucoup Apple. Ça reste qu'un design, il n'y a pas mort d'homme, j'ai envie de vous dire. Et donc moi j'aime pas trop parce que voilà, ça empiète trop sur le contenu quoi. Alors Apple, ils ont dit qu'ils voulaient vraiment une expérience delightful, donc beaucoup plus délicieuse à utiliser, donc ça je suis d'accord. Il faut que les expériences numériques, elles soient fun, agréables à utiliser, surtout qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps sur des écrans, donc faut pas que ce soit trop austère non plus. Là c'est trop quoi. Quand c'est écrit blanc sur blanc, il faut faire quelque chose. Et sans parler de la difficulté que ça a dû être à développer, quand tu vois l'état de la bêta au mois d'août, tu te dis que les devs, ils ont pas eu des bonnes vacances d'été quoi. Vraiment pour régler ça jusqu'au lancement début septembre, ils ont dû galérer et d'ailleurs ils ont fait des trucs que je vais décortiquer après dans la dernière partie de la vidéo, des bidouilles et des trucs pour rendre le texte lisible et tout. C'est une catastrophe. En fait le truc c'est que Liquid Glass ça a l'air d'être un peu forcé quoi. Mais avant d'en parler, laissez-moi peut-être vous parler des bonnes choses de iOS 26, les choses qui me réjouissent néanmoins. Déjà il y a une sorte de prouesse technique, il y a quand même un effet waouh qui est pas négligeable, qui plaît à beaucoup de monde et surtout qui fait parler. À voir s'ils sont bien utilisés, on en parlera tout à l'heure. Le motion design, donc les animations, ça rien à dire. Tout me plaît. Les transitions, elles sont fluides. Il y a des mouvements organiques, donc des légères déformations, des effets de lumière, des rebonds, du feedback au tactile. Franchement, j'en passe et des meilleurs. C'est plein de petites choses que vous allez peut-être même pas voir tellement c'est bien fait en fait, qui viennent directement des lois du motion design pur et dur et appliquées à l'interface, ça me régale. Je trouve ça trop bien, donc GG. Je trouve aussi que le nouveau cadran avec la police un petit peu responsive là, je trouve ça vraiment très cool. J'aime aussi beaucoup les reflets contextuels dans Liquid Glass. Ça c'est vraiment une super idée. Si un objet est rouge au-dessus d'un bouton, le bouton va avoir un petit reflet rouge comme ici. Vous voyez, la lumière tape côté bleuté parce qu'il y a mon néon, il y a mon truc, etc. qui tape sur mon dos et ça me contextualise dans la pièce. Et je trouve ça trop bien que du coup le Liquid Glass contextualise les éléments de la sorte et ça aurait pu s'appliquer au Glass Morphism et enlever ces effets de flou bizarre, mais ça c'est vraiment une bonne chose dans le Liquid Glass. Il y a plein de petits points positifs ergonomiques, notamment les textes ferrés à gauche qui améliorent de fou la lisibilité en fait. Ça fait plaisir et si vous n'êtes pas au courant d'ailleurs de pourquoi il faut ferrer les textes à gauche sur un écran et pourquoi c'est interdit de centrer ou interdit de justifier du texte, vous pouvez aller voir cette vidéo que j'ai faite qui dure 40 secondes. Je vous explique ça, vous m'en direz des nouvelles. Et puis globalement, ce qu'il faut aussi noter dans iOS 26 et dans les OS 26 globalement sur iPad, Mac, smartwatch, Apple TV, tout ça, Apple Watch, pardon. Ben en fait, il y a vraiment, pour une fois, je crois, un écosystème vraiment unifié et ça fait longtemps. Donc j'ai hâte de voir ça, ça me hype un peu. Dans les sujets qu'on va pas traiter ici, mais qui sont, ma foi, importants, j'ai l'impression quand même que le Liquid Glass est un peu un cache-misère pour masquer le retard sur l'IA et tout ça. C'est peut-être un feeling que j'ai, qui est pas vrai, mais j'ai ce truc de, en mode, l'IA, elle marche pas. Et, oh, regardez, ça brille, coucou, j'agite les clés, oh, regardez, des reflets RGB et tout. Alors que derrière, au niveau fonctionnalité, ils ont 2 ans de retard. Voilà, j'ai ces petits trucs aussi qui restent au fond de moi, qui, je pense, impactent mon avis sur le Liquid Glass. Je vais peut-être te dire des mots un peu choquants pour certains, mais c'est un peu le Jackie tuning de l'interface, tu vois. Genre une interface belle, épurée, et puis t'as le truc genre RGB, regarde, quand tu cliques, ça explose. Genre, voilà, je pense qu'il y a ce truc aussi qui me fait un peu biaise mon avis, quoi. Et ben écoutez, je vais vous montrer des petits problèmes et on va ouvrir mon logiciel de design pour voir aussi les solutions. Alors c'est une liste vraiment non exhaustive, mais c'est histoire comme ça de vous montrer un petit peu comment je réglerais ces problèmes si j'étais designer chez Apple, ce que je ne suis pas. Et petit disclaimer, je suis incapable, moi, de créer un OS. Je suis incapable de créer tout ce qu'ils font. C'est quand même un énorme taf. Donc je ne prétends pas être meilleur qu'eux. Mais comme c'est mon métier, je vais m'amuser à donner mon avis et à régler quelques problèmes que j'ai vus, tout simplement. Ok, alors regardez ça, déjà c'est très rigolo. Ils ont mis un tutoriel à la mise à jour d'iOS. Donc là, je l'ai eu la semaine dernière sur le iOS bêta 7, je crois. Mais en tout cas, vous l'aurez à la mise à jour de votre iPhone aujourd'hui. Ils ont mis un tutoriel sur le Liquid Glass. Alors pourquoi je trouve ça entre guillemets mauvais? Voilà, vous avez du coup bienvenue dans le Liquid Glass, personnaliser les styles. Voilà, ça explique les endroits où ça a changé. Par exemple là, les nouveaux menus qui sont désormais cachés par exemple. Ça explique aussi qu'est-ce que c'est le Liquid Glass, accéder aux options dans le menu parce que du coup les menus ont changé, etc. Donc effectivement c'est un petit tuto à l'ouverture d'iOS pour pas faire paniquer les gens et comme on dit, l'UX design c'est comme une blague, si t'as besoin de l'expliquer, c'est qu'elle est mauvaise. Donc ce que ça veut dire c'est que quand tu fais le design d'un site et que tu dois mettre un tutoriel, on a tendance à dire que c'est raté. Voilà. Par exemple, une poignée de porte n'a pas de tutoriel parce que du coup on comprend qu'il faut interagir avec. Et dans certains hôtels,
hôtels et dans certains aires d'autoroute et tout, tu te retrouves avec des fois avec des robinets ou des séchoirs à main et tout ça, où tu as des flèches. Alors l'eau c'est là, n'appuyez pas ici, tirez ici, le détecteur est là. Voilà, c'est que l'objet a été mal conçu dans son UX design. Donc j'ai mis ça dans les petits points négatifs, mais en vrai c'est pas si négatif, mais ça nous conforte dans le fait qu'il y a un gros changement qui arrive. Pour démarrer en douceur, on a déjà, comment dirais-je, cette transition un petit peu absurde entre le menu ici qui est complètement transparent. Voilà, il y a cette transition très absurde. On sait pas pourquoi ils ont fait ça. Mais vraiment, je comprends pas pourquoi c'est pas flouté, quoi. Vraiment, il y a plein de trucs comme ça, de contraste un petit peu bizarre. C'est un premier truc que j'ai trouvé en déverrouillant l'iPhone. Un des plus gros problèmes qui avait été reproché au Liquid Glass, c'est son manque de contraste. Déjà, on peut voir l'exemple ici avec les notifications. Liquid Glass s'obstine à vouloir rendre le fond dynamique. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il y a en dessous, ils vont choisir la couleur. Et du coup, Léo Duff en avait parlé dans sa vidéo, comme quoi c'était peu lisible et on avait ce cliché qui était beaucoup repris sur les réseaux de les notifications sont blanches sur blanche. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils veulent rendre leur OS totalement dynamique en fonction de ce qu'il y a en dessous. Par contre, ils ne prennent pas du tout en compte le contraste entre le texte et le fond. Je sais pas pourquoi. À l'époque de iOS Beta 1.2.3, on ne pouvait lire aucun texte. Au lieu de régler le problème, les développeurs ont décidé de faire ça. Enfin, les développeurs et les designers. En gros, ils ont décidé qu'au moment où les notifications apparaîtraient, on continuerait à écrire blanc sur blanc, mais qu'on allait assombrir l'écran d'accueil. Donc, je sais pas si vous voyez bien ici, votre iPhone, votre écran d'accueil reçoit un fond noir pour pouvoir supporter une notification blanc sur blanc. Ça n'a, à mes yeux, aucun sens. On peut le voir aussi ici sur cet exemple. Voilà, il y a son écran verrouillé qui est vert, même pas vert clair, et qui vient s'assombrir pour accepter des notifications blanc sur blanc. Je sais pas pourquoi ils font ça. Et ce qui me fait peur, c'est que ça devient un peu un millefeuille de patch, de réglage, de trucs, de layers qui va rendre le truc assez lourd. Et donc, pourquoi ça m'agace? Parce qu'en fait, en design d'interface, il y a une chose assez simple et on va passer sur Figma. Imaginez, vous avez votre fond d'écran comme ça et vous voulez afficher quelque chose dessus. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous allez, du coup, créer une notification comme ceci blanche avec ici mon texte. Donc, soit l'idéal pour afficher du texte sur une image, c'est soit vous décidez de prendre le parti pris texte noir avec fond blanc sécurisant. Donc en gros, si on le met en Liquid Glass rapidement, je mets une transparence, j'ajoute un effet ici, Liquid Glass qui a été ajouté à Figma. Maintenant, vous pouvez gérer ça avec la profondeur et tout, la réfraction également et le blur. Voilà. Si on met à fond, on revient sur du glassmorphisme et ça c'est un autre sujet. Imaginons on le laisse tel quel, voyons. Donc soit vous choisissez le parti pris de mettre du texte noir avec un fond blanc ou alors le parti pris de mettre un fond noir transparent avec, je vous le donne en mille, un texte blanc. Voilà, avec l'effet glassmorphisme. Sauf que Apple, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'obstinent, je sais pas pourquoi, à faire du texte blanc sur fond blanc transparent, ce qui fait que du coup, ils vont essayer de faire quelque chose un peu comme ça, quoi. Donc des fois, c'est lisible, ici. Des fois, c'est moins lisible. Et des fois, c'est OK. Mais ici, c'est pas lisible. Et pour régler le problème, ils vont rajouter un layer qui vont aller glisser en dessous. Lui va être noir, lui va être transparent. Et ils vont le faire apparaître au moment voulu. Et je trouve la solution pas du tout élégante. Ça marche plutôt OK. C'est-à-dire que c'est pas non plus choquant. Sauf que vous allez voir que plus on va aller profond dans l'iOS, plus ça va créer des problèmes. Parce que ça va être compliqué de faire ça à chaque fois, de gérer tous les cas de figure, etc. Première reco, si tout simplement aucun texte blanc n'était affiché sur fond blanc et si quand le fond passait en blanc on écrivait en noir et quand le fond passait en noir on écrivait en blanc, on réglerait pas mal de problèmes. Et pour continuer sur les problèmes de contraste, voici un petit extrait d'un des lives où j'ai testé la bêta d'iOS. Mais voilà, premier exemple. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de contraste sur ce pop-up? Moi je trouve c'est léger quand même, hein. Moi je pense que là le texte secondaire il passe vraiment à la trappe, hein. Le texte là c'est dur à lire et moi je pense quand même que Liquid Glass ou pas on voit rien. Et là, par exemple, je suis convaincu que le contraste du texte secondaire avec le fond n'est pas assez fort. Vraiment, il y a ce truc de le flou n'est plus assez poussé. On voit trop à travers et ça rend le contenu illisible. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il va falloir faire des réglages. Les tests d'accessibilité, c'est la base quand on fait du design d'interface. Et là, c'est vraiment fou ce qu'ils présentent dans leur keynote. Ils présentent vraiment des trucs gris sur fond blanc, blanc sur fond blanc et tout. Je suis vraiment surpris. Oh là là, mais c'est trop Liquid Glass. Et donc, dans ce second extrait qu'on a vu, bah là, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il y a vraiment
un truc qui rend, alors je sais pas si on peut parler de contraste là, mais c'est dégoûtant quoi. Et le toujours automatique là, vraiment c'est illisible quoi. Et surtout il y a une bouillie de couleurs quoi. Ça rend, on dirait un carnaval de dragibus, ça rend pas du tout le truc esthétique. C'est trop transparent, c'est pas assez flouté, etc. Plus vous augmentez le flou, moins il y a de couleurs, et plus vous réduisez la transparence, plus il y a une couleur homogène. Donc je pense que vraiment il y a quelque chose à faire de mieux. Et j'en profite d'ailleurs d'être sur cet extrait pour vous parler un peu de la personnalisation. Si vous me connaissez, j'ai des réserves personnelles sur le fait de donner trop de personnalisation aux utilisateurs. Déjà avec les mises à jour précédentes, on pouvait choisir la teinte des icônes, j'étais outré, mais là ça va vraiment très loin avec les icônes transparentes et tout ça. Je trouve que donner trop d'options, c'est tuer l'image de votre produit. Voilà, je sais que les gens ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils adorent la perso, mais moi je pense qu'on peut faire de la personnalisation en donnant accès à des choses plutôt maîtrisées, parce que là, tu vas dans la rue et tu vois un iPhone comme ça, et tu te dis ah c'est ça l'iPhone, bah du coup l'image de ton produit, elle est vraiment dégueu. Alors qu'avant, quand tu voyais un iPhone, ok, on pouvait pas choisir énormément de choses, mais c'était toujours joli quoi. Ok, maintenant on va parler un peu du widget de tab bar pour la navigation en bas. Alors il y a plusieurs choses à voir. Déjà, avec le Liquid Glass, la tab bar peut être en dark mode ou en light mode en fonction de ce qu'il y a en dessous. C'est déjà beaucoup de travail à faire niveau ergonomie, niveau design, niveau développement. Déjà, il y a une genre de largeur dynamique sur la tab bar. Je vais vous montrer du coup une version française de ça. Voilà à quoi ressemble une version française de la tab bar. Et en fait, il y a un truc trop bizarre, c'est qu'ils ont fait des largeurs dynamiques. Aujourd'hui, comme le mot est plus grand, et ben la tab bar est plus large. Donc déjà, ça, je trouve ça assez désagréable, entre guillemets. Je sais pas, c'est bancal, quoi. On va reparler un peu de la couleur dynamique. Regardez, ça change de couleur en fonction. Ça, c'est un gros challenge. Et surtout, ce dont on se rend pas compte, c'est que les devs, ils se cassent de fou la tête. En gros, si vous vous rendez pas compte, il y a un dégradé en bas qui apparaît pour un petit peu sécuriser l'apparition des couleurs. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer au mieux, parce que c'est vraiment pas évident. Faut vraiment regarder tout en bas, là, où il y a écrit Carnival Tycoon. Vous voyez, il y a un overlay blanc. Donc, il y a du flat design blanc qui apparaît pour sécuriser, pour rendre plus blanc ce qu'il y a en dessous, parce qu'ils veulent pas augmenter le flou du Liquid Glass. C'est quand même dingue de se dire, non, on va pas changer le contraste du Liquid Glass, on va glisser des conneries en dessous pour que ça passe. Parce que voilà, j'ai l'impression que c'est ça quoi. Et pareil là, on s'en rend pas trop compte, mais quand ça passe en dark, vous avez également un petit layer dark. Donc si on regarde le bas de l'écran, le blanc du fond est grisé, alors que tout en haut de l'écran ici, c'est blanc. Donc il y a ce truc un peu en scred, on va dire, qu'ils essayent de faire pour que ça passe. Bon, sans parler des arrêts sur image comme celui-ci, hein. Je vous fais pas un dessin. On a une cohabitation de vert, de violet, le contour, le machin. C'est horrible, hein, on va pas se mentir. Et regardez en plus, c'est comme si, hein, c'est pas vraiment ça, mais comme s'il y avait moins d'espace en haut à gauche, ça crée des déséquilibres de partout. Bah, c'est fatigant. La couleur de l'icône et du texte ne sont pas la même. Ça, c'est des règles de compensation d'équilibre optique qu'on a habituellement pour qu'une icône et un texte paraissent de la même couleur. Mais là, comme les couleurs en dessous changent, on a des arrêts sur image comme ça, quoi. Je vais vous montrer peut-être un autre arrêt sur image, mais littéralement, on peut lire des mots, quoi. Il y a écrit jeu de course, et là, je lis toujours jeu de course. Vous vous rappelez la hiérarchie dont j'ai parlé tout à l'heure? Là, il n'y en a pas du tout, quoi. Et aussi le fait qu'ils aient choisi de mettre en avant la table sélectionnée en noir, alors que le background est blanc. Et donc, pour moi, je vais vite aller sur les solutions. À mon sens, déjà, bon, la tab bar, on va la représenter comme ça. Hop, j'aurais évidemment rajouté beaucoup plus de blur. Bon, ça, globalement, sur tout le Liquid Glass, je l'aurais rendu beaucoup plus flou. Je sais qu'ils veulent pas s'y résoudre parce que du coup, ce serait un aveu de défaite puisqu'ils retourneraient au glass morphisme. Mais si c'était moi qui décidais, je choisirais du glass morphisme avec les effets de réfraction de lumière du Liquid Glass et les animations du Liquid Glass, et je serais très heureux. Eux, ils font ça. Et la table sélectionnée, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils la mettent comme ça. Plus des layers en dessous pour sécuriser leur lisibilité, malheureusement. Alors que juste avec plus de flou, ça aurait marché. Mais bref. Et je comprends pas pourquoi ils font ça. Dans une hiérarchisation d'interface, on est soit sur des backgrounds blancs, soit sur des backgrounds noirs. Et je dirais que la table sélectionnée devrait être juste plus lumineuse, plus blanche. Alors là, il y a du Liquid Glass, peut-être pas besoin, là, pour mettre en avant l'objet sélectionné. Lui est moins foncé, lui est plus lumineux, donc c'est le plus lumineux qui ressort. Ça marche aussi en dark mode. L'élément sélectionné est entre guillemets le plus opaque. Parce que du coup, là, l'élément sélectionné n'est pas le plus opaque, c'est le contraire. Et du coup, autre problème, ils s'entêtent à mettre des couleurs pour les icônes sélectionnées. Mais ça, c'est une catastrophe aussi. Vouloir faire cohabiter de façon dynamique, il y a des fois où ça peut marcher, mais des fois ça marche pas. Donc la possibilité, tout bêtement, ce serait que ce bundle-là, ce soit neutre, soit en dark sur du light ou en light sur du dark.
dark, tout bêtement. Et les autres, éventuellement, ils ont un niveau d'élévation un peu plus gris ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des possibilités qui sont encore plus élégantes, c'est avec des modes de fusion type overlay et tout, et les réfractions du liquid glass, de faire en sorte que la teinte du blanc, elle vienne un peu se mettre dans cette teinte-là. Mais sûrement pas en couleur fixe bleue ou rouge en fonction des applis. Si ils veulent faire du liquid glass et des couleurs 100% dynamiques, ils peuvent pas se permettre de mettre des couleurs en fixe comme ça. Voilà un petit peu... Bon, c'est pas très beau, mais je pense que vous avez compris un peu l'exemple que je voulais soulever, quoi. Et je me remets en full cam pour vous parler d'une chose. En fait, j'ai l'impression avec le liquid glass, alors c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est juste une observation, dites-moi si vous l'avez aussi, que c'est un peu la fin du dark mode en fait. Parce que comme sur iOS 26, la couleur des barres, elle s'adapte en fonction de ce qu'il y a dessous, ben en fait, on peut plus trop choisir si notre interface est noire ou blanche, claire ou sombre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'utilisateurs sur les réseaux qui m'ont envoyé ça, qui se plaignent de pas pouvoir choisir la couleur du clavier. Ben en fait, c'est logique, parce qu'en fait, quand l'environnement va être plutôt clair, ils vont vous pousser un clavier foncé. Et beaucoup de gens s'en plaignent. Imagine, t'es en plein soleil, et ils te poussent un clavier foncé, ça peut être désagréable. Le dark mode existe toujours, hein. Il va surtout conditionner le background, mais si vous affichez une photo claire ou foncée, ça va switcher tout seul. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai observé ça du coup au gré de mes tests. Et ce qui fait peur avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de cas de figure et il y a beaucoup de bugs de choix de contraste. En gros, les barres ne choisissent pas toujours les bonnes couleurs en fait. Les devs, ils se donnent à fond pour faire marcher le truc, pour gérer tous les cas à la marge, et il y en a beaucoup, mais souvent ça passe par des layers, des trucs un peu cracra à mes yeux. Et ça tombe bien parce que sur la barre de l'application photo, j'ai vu plein d'erreurs de débutants à régler. Comme vous voyez là-haut, 19 août, ça a pas marché par exemple. Et c'est un peu la galère quoi. Et là, j'ai fait la mise à jour. Ça y est, on a la mise à jour, et c'est encore un peu buggé quoi. En fonction de l'image que je mets en dessous, des fois ça marche bien, comme ici, et des fois ça marche pas. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer pas mal d'erreurs de débutants que j'ai vu sur cette fameuse barre de l'app photo. Alors regardez par exemple là, évidemment première chose, on le voit en haut, bah là c'est pas bon, les contrastes du bouton back et du 23 juillet là, c'est pas terrible quoi, c'est pas terrible. Mais il y a encore pire, c'est que des fois on se retrouve avec ça. Donc là regardez en bas, il nous choisit, je sais pas pourquoi, un fond noir et des icônes noires par exemple. Et ça c'est en ligne quoi, vous allez avoir le même problème. Moi je trouve ça affreux. Je vois deux autres erreurs de design, d'ergonomie qui me sortent par les trous de nez. Je vais vous expliquer tout ça. C'est vraiment des erreurs de débutants. Laissez-moi ouvrir Figma. J'ai fait une petite capture d'écran. On va laisser de côté évidemment les problèmes de contraste. Si je trace une petite ligne ici de couleur rouge, on va la mettre juste en dessous, et une autre ligne ici en haut du cercle, on a ce truc de les icônes elles sont pas centrées verticalement. Il y a plusieurs choses à voir, elles sont pas centrées verticalement entre elles, mais ce qui va surtout moi me faire jaser, ce sera l'icône de partage. Et on va parler un petit peu de l'ajustement optique. C'est ce qui va différencier la logique du design. En gros, la logique voudra par exemple qu'un rond et un carré fassent la même hauteur-largeur côte à côte. Ça, c'est la logique. Mais le design va vouloir justement que le rond soit légèrement plus grand pour donner l'impression à notre œil que les deux éléments font la même taille. Voilà. C'est ça, l'ajustement optique. Et il y en a plein. Et donc, c'est pour ça que si vous regardez une police d'écriture, les lettres O, D, P qui possèdent un rond dépassent des autres lettres. Voilà, c'est pour ça. Elles sont pas alignées en bas, elles dépassent légèrement parce que un rond aura le même encombrement visuel qu'un carré s'il est légèrement plus haut. Ça s'applique à pas mal d'autres choses. Ça s'appelle du poids visuel aussi. Si vous prenez par exemple ici un triangle ici qu'on veut venir positionner dans un cercle, le bouton play, si je le centre mathématiquement, ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup trop à gauche parce qu'en fait, le poids d'un triangle, il y a beaucoup plus de poids optique dans cette partie-là que dans cette partie-là. Et donc, son centre, on va dire, son centre devrait plutôt se pondérer ici. Alors, il y a plein de techniques pour le calculer. Par exemple, je crois que pour les triangles, j'ai peur de dire des conneries, mais vous tracez les médianes plus ou moins, et donc vous trouvez un point qui est un peu plus haut que le milieu. Et quand vous appliquez cette formule, il faut que les médianes se croisent, voilà, à peu près ici. Ça doit être un truc comme ça. J'explique pas bien, mais vous avez capté. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de règles comme ça qui sont pas logiques, mais qui sont optiques. Ça marche aussi pour la couleur. Parfois, des textes fins qui sont pas épais doivent être légèrement plus foncés que des pictos remplis. Et donc maintenant que j'ai parlé de ça, Apple, qu'est-ce qui se passe quoi? Si on refait ce qu'ils ont fait là, et quand je disais erreur de débutant, j'exagérais pas. Hein. Alors je vais essayer de retracer par-dessus ma capture d'écran
l'écran de ce qu'on vient de regarder. On va dire que ça fait à peu près 80 par 80, ça paraît logique. L'icône, je l'ai plus ou moins bien remise. Donc là, on va mettre par exemple noir. Bon, je me permets de faire noir et blanc, moi. Et donc, l'icône, ils l'ont vraiment centré de façon mathématique. Alors qu'on sait que ce genre d'icône, et ça date de la nuit des temps. La bibliothèque d'icônes d'Apple, elle date pas d'hier. On sait que cette icône en particulier devrait avoir un encombrement optique qui fait qu'elle est plutôt par là. Et ça, c'est une erreur de débutant. Pourquoi c'est sur iOS 26? Si vous voulez, la bibliothèque symbole SF, qui est du coup la bibliothèque officielle d'icônes d'Apple, elle existe depuis la nuit des temps. Sur tous les iOS, les devs savent placer une icône. Et pourquoi là, c'est raté? Bon, après, du coup, vous voyez, c'est un peu raté partout. Mais c'est le premier truc qui m'a complètement brûlé les yeux. Voilà, je vous montre un peu les coulisses de mon métier. Voilà ce que je fais de mes journées. C'est pas bien et c'est bien. Voilà, par exemple, ça vous savez. Et l'autre truc qui m'a un peu brûlé les yeux, ce sera, si on regarde bien cette fois-ci, l'objet central. Là, moi, ce que je vois, si je trace un peu des zones de touch, on avait dit 80-80, voilà, à peu près ça, je vais les mettre en rouge avec 10% d'opacité. Voilà, je les place, bon, c'est sur du pixel, donc c'est pas idéal, mais voilà. Ça, c'est la zone qui contient l'icône. Ça, c'est la zone qui contient le i. Et je vais essayer de pas trop mal la mettre. À peu près là. Ça, c'est la zone qui contient les settings. Qu'est-ce qui vous choque? Moi, je suis choqué. Déjà, ici, on a on a 4 d'espace. On a ici, voilà, on va dire que c'est 12, il y a quand même une logique, j'espère. Et de nouveau, j'imagine 4. Et en haut, on a 0. Ce n'est pas, à mes yeux, une disposition correcte. Vraiment pas. Il y avait plein d'autres façons de faire pour faire une belle barre de navigation, mais sûrement pas celle-là. Je vais vous montrer plusieurs options. Option 1, ce que j'aurais fait ou ce qui est viable. Ce qui est viable, déjà, c'est d'avoir autant d'espace en haut qu'en bas. Après, je trouve ça quand même étrange qu'il y ait autant de vide entre les éléments qu'il y a sur le bord. Donc, je mettrais comme ça. Ça aurait été une possibilité viable parce qu'elle est régulière, elle est homogène, il n'y a pas de déséquilibre. On aurait pu également, comme les zones de touch ne sont pas visibles, avoir ça, tout à fait viable. Même avoir ça, en fonction de comment on condense notre design, mais ça aurait marché aussi. Si on veut quelque chose de plus aéré, on aurait pu également avoir du 8, 8, 8, tout simplement, etc., etc. Mais sûrement pas ça, quoi. Tout sauf ça, quoi. Je vais vous mettre quelques icônes et je vous enlève les zones de touch. Comme ça, on va faire un petit jeu. Et vous allez me dire honnêtement, lequel ou lesquels vous paraissent les plus équilibrés, quoi. C'est des petits trucs comme ça qui me font un peu peur, quoi, dans iOS 26. Évidemment, ça va être fixé. Évidemment, c'est des détails pour vous, même pour la plupart des gens. Mais c'était aussi pour vous emmener un peu avec moi dans mon métier, dans ce qui fait qu'une image, une interface, quelque chose de graphique vous paraît beau, en fait. C'est ce genre de petits trucs un petit peu invisibles, mais qui pour moi sont trop passionnants, quoi. Ah oui, avant de finir, quelque chose d'important, Apple a donné à disposition l'UI-Kit de iOS 26, donc sur Figma ou sur Sketch. Donc vous pouvez l'avoir, c'est gratuit. Je vais l'ouvrir de ce pas, bougez pas. Et donc ça vous donne accès à tous les composants si vous souhaitez designer une appli pour iOS ou iPadOS, etc. Et donc ça ressemble à ça et vous avez tous les composants et tous les fichiers. Et juste petite curiosité finale, sur les espacements, savoir si c'était une erreur de développement ou si c'était un choix de design. Donc ouais, voilà, ça a l'air d'être un choix de design. Alors je vais ici, je vais sur le composant source, ouais, bottom. Effectivement, c'est bien ça. Ils ont une volonté de mettre 12, c'était bien 12, et en exter 4. Seule différence, c'est que là, il y a 4 en hauteur aussi, alors que nous, on s'est retrouvé avec 0 en hauteur. Mais il y a quand même ce truc d'eux, ils sont vachement espacés, alors que eux, ils sont vachement collés au bas. Et je pense que si on voulait un truc un peu plus sympa, je prendrais vraiment ça et je mettrais 12. Et voilà, c'est mieux, hein. C'est un détail, mais voilà, c'était la petite curiosité. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien du fichier Figma gratuit de Apple dans la description, bien sûr. Oui, ma vidéo va sûrement mal vieillir car les bugs vont être corrigés. Et oui, on finira peut-être par s'habituer au Liquid Glass. Mais bon, c'est la direction artistique qui me déçoit le plus depuis la création de l'iPhone, honnêtement. Et maintenant, à vous de me dire, est-ce que vous la trouvez réussie ou ratée? Abonnez-vous, bien sûr, et regardez cette vidéo où je design une marque de chips pour les riches. Et regardez également cette vidéo où je design une tétine pour adultes, même avant que ce soit la mode. Merci, ciao.